Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévision pour une rencontre autour de la bande dessinée. Je suis Pierre Croze du réseau social de lecteurbabelio.com, où un site où vous pouvez ajouter vos critiques de citations, vos critiques ou vos citations de vos ouvrages préférés, de vos bandes dessinées par exemple. Je vous propose donc une rencontre autour de la bande dessinée un peu particulière. Ce sont des polars, ce sont des romans graphiques ou des bandes dessinées sur des détectives, on va en parler, ou des auteurs de romans policiers. J'ai trois personnes à mes côtés pour parler de ces deux bandes dessinées qui sont récemment sorties. C'est directement à la tête de Sherlock Holmes que vous projetez les lecteurs dans votre bande dessinée publiée chez Ankama, Benoît Dahan et Cyril Liéron. Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est le titre de la bande dessinée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'ai le premier tome sous la main, le second tome va sortir dans peu de temps. Dans un an à peu près. Dans un an, il faut patienter un peu. Voilà. Vous nous proposez de vivre une enquête mystérieuse, évidemment, à travers le regard analytique du célèbre détective créé par Arthur Conan Doyle. On va évidemment parler ensemble de l'enquête dans laquelle il est question d'un ticket de spectacle a priori anodin et de la disparition de plusieurs Londoniens, qui ont des professions étonnantes. On va en parler. Je précise que vous co-signez tous les deux le scénario et que vous signez Benoît Dahan les dessins. Cyril, vous êtes au scénario principalement et Benoît au dessin. À vos côtés, Jean Aramba. Bonjour Jean. Bonjour. Vous nous permettez de suivre non pas un détective mais plusieurs auteurs de romans policiers dont Agatha Christie elle-même ou encore J.K. Chesterton, mon anglais n'est pas très bon. C'est le Detection Club. Pardon, c'est celui-ci, je l'ai sous la main, Detection Club, qui est publié chez Dargaud. Nous sommes dans les années 1930. Et alors ce petit club d'auteurs de romans policiers est invité sur une île isolée des Cornouailles par une sorte de savant fou. Ce dernier a mis au point un automate capable de résoudre les énigmes de n'importe quel roman policier. Il en fait la démonstration à notre petit club de romanciers et il est assassiné le soir même. C'est le point de départ de leur roman. Je n'en dis pas trop, c'est pas un gros spoiler, c'est vraiment le début de la bande dessinée. Et les écrivains vont mener l'enquête. La BD est publiée chez Dargaud, on va en parler tous ensemble. Une première question pour tous les trois. Donc, je disais en introduction, ce sont des romans graphiques, des bandes dessinées de plus ou moins polar. Vous avez un rapport avec le roman policier, un amour particulier des thrillers, des romans policiers, des auteurs de romans policiers, de Sherlock Holmes, d'Agatha Christie? Moi, bien sûr, j'ai beaucoup lu ça à l'adolescence, vous aussi, j'imagine. Et puis, alors, dans le roman policier, le thriller, le polar, il y a des petites nuances. C'est vrai que Sherlock Holmes, avec Edgar Allan Poe, a été un des initiateurs du genre. Moi, je m'intéresse pour cette histoire à le roman énigme des années 30, qui est presque un jeu de société, qui est un phénomène littéraire en Angleterre. Et c'est vrai que j'ai une faiblesse pour Chesterton, qui a fait des polars métaphysiques, en fait, où c'est des contes policiers assez différents de Conan Doyle. Et ça m'intéressait d'explorer cette veine-là. Et vous deux? En ce qui nous concerne, c'est un amour particulier pour l'époque victorienne, déjà, et aussi pour le personnage de Sherlock Holmes, bien évidemment. C'est un personnage qu'on a découvert tous les deux aux alentours de l'enfance, avec les premiers films, notamment en ce qui me concerne Le Chien des Baskerville de 1959. Et avec pour ce personnage, cet acteur emblématique qui était Peter Cushing, qui ressemble diablement au personnage qu'on a fait dans la BD. Sinon, oui, après, évidemment qu'on a un intérêt particulier pour tout ce qui est enquête et des choses comme ça. Et c'est pour ça que ça nous amusait aussi de faire notre propre enquête. T'as quand même en polar général, t'as une plus grande connaissance que moi. Oui. Voilà, moi je lis pas spécialement de polar en général. Je suis plus littérature victorienne, que ce soit Conan Doyle, mais aussi Jules Verne, H.G. Wells, etc., Oscar Wilde. Donc c'est plus Conan Doyle et Sherlock Holmes qui m'intéressent particulièrement. Cyril lit plus de polars variés que moi. L'époque, justement, vous parlez de l'époque, c'est important pour dessiner cette ambiance, c'est important de faire des recherches au-delà du roman policier peut-être, et des auteurs, mais sur l'époque. Oui, bien sûr. Alors moi, j'imagine que toi aussi, la documentation, c'est un piège, c'est un plaisir. Recréer visuellement cette époque, c'est intéressant, et tous les conventions, les stéréotypes qui sont attendus par le lecteur. Je précise, j'y pense tout d'un coup, que le Detection Club a été créé en 1930 et le premier président devait être Conan Doyle, qui est mort cette année-là. Et ça a été Chesterton. Après la guerre, ça a été Agatha Christie. Et le club existe toujours. Alors effectivement, le point de départ de Vente Bande Dessinée est réel. Ce club a vraiment existé. Il existe toujours, c'est un cercle d'écrivains. Quand j'ai découvert l'existence de ce club, ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils semblaient eux-mêmes sortis d'un roman policier. Ils étaient plus nombreux que les 7 que j'ai présentés.
Et puis il y a peut-être un personnage que vous avez croisé, c'est le père Knox, l'abbé Knox, qui a lancé les études holmésiennes, qui au début dans un article un peu parodique, un peu ironique, a parlé de Sherlock Holmes, du canon de Conan Doyle, comme si c'était les évangiles. Et il a fait ça avec humour et ça a eu un tel succès que ça a lancé les études holmesiennes jusqu'à aujourd'hui. Vous parliez de l'intérêt pour Sherlock Holmes. Là, on est dans la tête de Sherlock Holmes. C'était quoi le point de départ? C'est un personnage qui a été, je crois que c'est le personnage de fiction qui a été le plus souvent interprété, réinterprété, parodié, etc. Comment est-ce on trouve un angle pour... Alors justement, c'était tout le propos de notre projet. Comme il y a déjà énormément d'adaptations de Sherlock Holmes en BD et aussi en roman pastiche ou en film, série, etc. Il fallait un angle d'attaque un peu différent. Et en bande dessinée, à notre connaissance, on n'avait pas vu de BD qui explore la partie coulisses du raisonnement de Sherlock Holmes, sa technique d'enquête, comment ça peut se passer dans sa tête, d'où le titre de l'album. Et ça nous a semblé un angle suffisamment différent de ce qui existait en bande dessinée pour tenter ce projet. Alors, sachant que pour moi, en fait, c'est Benoît qui est à l'origine du projet. C'est une vieille amitié, on s'est rencontrés au lycée. Mais quand il m'en a parlé en 2013 et qu'il a apporté un petit peu ce concept, moi j'étais justement, à cause de cette surproduction, craintif un petit peu de la réaction des éditeurs en me disant qu'il y avait déjà eu beaucoup de productions sur Sherlock Holmes. Bon, il a su me convaincre et c'est vrai que du coup, c'était hyper intéressant de se réapproprier ce personnage qu'on aime beaucoup, de vraiment avoir un retour aux sources, parce que c'était aussi notre démarche d'être le plus proche possible de ce que Conan Doyle aurait pu faire, de ne pas trahir sa pensée et ce qu'il aurait pu écrire, tout en inventant quand même notre propre enquête, histoire par exemple, que les Holmésiens purs et durs puissent avoir quand même une petite surprise, eux qui connaissent sur le bout des doigts, mais vraiment sur le bout des doigts, toutes les aventures de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, justement, on a eu la joie, la petite cerise sur le gâteau, d'avoir cette reconnaissance-là. C'est-à-dire que Thierry Saint-Johannis, le président de la Société Sherlock Holmes de France, a adoré notre BD. Et donc, on en a beaucoup parlé, il l'a beaucoup conseillé, tout ça. Donc, on avait un peu peur au début et en fait, c'est une grande satisfaction. Il y avait le besoin de lire toutes les enquêtes, peut-être Ça, c'était déjà fait depuis longtemps. On les connaît très bien, oui, en français et en anglais. Première découverte étant gamin avec le cinéma, et après une deuxième découverte en étant adolescent, avec notamment les petites collections de livres à 10 francs qu'il y avait à l'époque, qui permettaient de s'acheter pour pas cher des nouvelles de Conan Doyle. Et c'est là où véritablement j'ai vraiment découvert le personnage, parce que tous les films et tout avant, c'était bien sûr des interprétations avec certaines libertés. Donc la découverte véritable s'est faite un petit peu plus tard. Et alors Jean, dans votre bande dessinée, il y a également de nombreuses références. Ces personnages existent dans votre roman, qui ont existé. Et il y a plein de références à leur œuvre, à ce qu'ils ont pu dire aussi, des citations. Oui, alors bien sûr, comme vous deux, j'avais une passion pour Sherlock Holmes. Je connaissais moins bien certains membres de ce club littéraire et j'ai tenu à lire leurs livres, au moins un ou deux de chaque personne. Certains sont moins connus, certains romans sont difficiles à trouver. Ce sont des ressorts un peu différents parce que Conan Doyle a un pied dans la littérature d'aventure. Il y a quelque chose, on n'est pas encore exactement dans ce jeu cérébral où le lecteur mène l'enquête contre l'écrivain. Conan Doyle ne donne pas forcément toutes les clés de la résolution de l'énigme. Il y a un côté grande aventure qui d'ailleurs était très très plaisant. Et là, on est dans d'autres règles en quelque sorte. Mason, là, il y en a quelques-uns. Mason qui a écrit des romans d'aventure aussi. Le père Knox, dont j'ai parlé. Dorothy Sayers, qui est une romancière remarquable que j'ai lue tardivement. Et puis Agatha Christie, qui a fait preuve d'une ressource inouïe pour justement jouer avec les attentes du lecteur. Et excuse-moi, je me trompe, il y a Dixon Carr, non, dans les personnages? Il y a Dixon Carr qui était le premier Américain à intégrer ce club, à être intronisé dans le Detection Club. Et ce qui est amusant, c'est que John Dixon Carr a créé plusieurs personnages de héros détectives, dont l'un, c'est le docteur Gideon Fell, qui est copié au physique comme au tempérament sur Chesterton, le gros Chesterton qui mène l'enquête dans ma bande dessinée. Parce qu'il y a un point commun entre Dixon Carr et Conan Doyle vraiment direct. Ah ben oui, puisqu'ils ont collaboré ensemble avec le fils, avec Adrian Conan Doyle. Voilà. Exactement, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, après la mort de Conan Doyle, il y a eu des années plus tard un dernier recueil des aventures de Sherlock Holmes qui s'appelle Les Exploits de Sherlock Holmes, écrit par Adrian Conan Doyle, le fils de Conan Doyle, et Dixon Carr.
le spécialiste des meurtres en chambre close. Je peux poser une question à mes voisins? Alors, je le mets dans la bande dessinée. J'avais entendu le témoignage de Christopher Lee, qui a joué dans Le Chien des Baskerville et qui a eu la particularité de jouer à la fois Mycroft, à la fois Holmes, et peut-être aussi Moriarty, enfin un peu tout le monde. Moriarty, je sais pas. Mais en tout cas, Mycroft et Holmes. Et là, oui, il joue le méchant dans Le Chien des Baskerville. Non, il joue Baskerville. Il joue la victime potentielle. Bon, en tout cas, je l'ai entendu dire que le fils de Conan Doyle lui avait affirmé que Conan Doyle avait trouvé les noms de Sherlock et Holmes dans des joueurs de cricket de 2e ligue. Ça vous dit quelque chose, cette histoire? Oui, tout à fait, ouais. C'était pas le nom d'origine auquel il avait pensé. Il devait s'appeler Sheridan Holmes au départ. D'accord. Et il a changé, effectivement, c'était par rapport à un joueur de cricket, je crois. Oui, c'est ça. Ok, bon, c'est bien. Vous êtes des vrais connaisseurs avant effectivement. On s'intéresse vraiment. Comment on construit une enquête d'ailleurs à la Sherlock Holmes, dans l'esprit de Sherlock Holmes? C'était énormément de travail. Comment ça s'est passé cette phase d'écriture de l'intrigue? Alors là, c'est pour le coup une histoire d'amitié, véritablement, parce que c'était une écriture à 4 mains. On a écrit le scénario tous les deux. Et l'intérêt, c'est que ça crée une synergie, l'autre rebondissant sur les idées du premier et inversement. Donc, il était, pour cette BD-là en particulier, je parle vraiment de celle-ci, assez difficile d'obtenir ce résultat-là en moi travaillant le scénario de mon côté et en la livrant telle qu'elle à Benoît. Parce que la créativité de Benoît, la mise en page de Benoît, le découpage de Benoît étant tellement particulier qu'on a besoin de cet échange, de cet aller-retour incessant d'avis pour pouvoir justement essayer d'agencer au mieux et l'agencement et le découpage et l'histoire et les indices. Et je ne crois pas que l'écriture aurait pu se faire autrement. Et parce qu'effectivement, avant peut-être vous donner la parole, le découpage est très particulier, la mise en forme des images participe au récit. Véritablement, il y a plein de jeux pour le lecteur aussi. Ça a été vraiment dès l'initiative de la bande dessinée? Oui, en fait, même avant, parce que c'est une démarche que j'avais déjà un peu sur ma bande dessinée précédente. C'est la série qui s'appelle Psycho-Investigateur, qui est un polar fantastique aux éditions Petit à Petit, où j'avais déjà développé pas mal ces mises en page très déstructurées et assez ludique aussi. Assez ludique, un jeu avec le support où des fois il faut même regarder une page par transparence ou recourber le bord d'une feuille, etc. C'est quelque chose que je faisais déjà, mais c'était déjà de la BD d'enquête. J'adore ça. Donc en fait c'est un procédé qui marchait très bien là aussi, et donc j'ai continué à expérimenter en cette voie-là. Et comme disait Cyril tout à l'heure, le fait qu'on travaille tous les deux ensemble, y compris sur l'histoire, et qu'effectivement il y a un vrai va-et-vient, c'est vrai que si je travaillais pas à chaque fois pour les 2 projets d'ailleurs avec des amis très proches, ça pourrait pas fonctionner de cette manière, parce qu'en fait il y a même des fois où on va un peu loin, c'est-à-dire que les textes on les a déjà travaillés, ils sont faits, et puis je trouve une autre idée de mise en page, et là je lui dis si on changeait l'ordre des dialogues sans trahir ce qu'on avait prévu, si on changeait l'ordre des dialogues, si on agençait autrement, je pourrais faire cette mise en page-là qui serait carrément mieux. Et Cyril est toujours avec moi dans l'intérêt du produit fini. Et donc voilà, c'est quelque chose, si on travaillait chacun de notre côté, ça serait impossible. Je pourrais pas dire à un scénariste, excuse-moi, mais je vais pas respecter tes dialogues, je vais faire autrement, c'est pas possible. Alors enfin, vous n'avez pas ce problème, vous êtes seul aux manettes? Non, voilà. Non, mais la construction mentale est la même, c'est-à-dire que ce va-et-vient, je le fais aussi entre le dessin et le texte, et évidemment, on a parfois le sentiment d'avoir écrit un très bon dialogue, une très bonne scène, et quand on la met en page, quand on la met en dessin, qu'on la crayonne, on réalise que quelque chose ne fonctionne pas, fonctionne moins bien, qu'il faut remettre en image tout ça, et c'est la richesse de la bande dessinée. Mais comme c'est difficile, c'est de la BD, on a du mal à mettre des mots dessus, on le sent en quelque sorte, on sent si ça va ou pas. Vous fonctionnez comment d'ailleurs? Vous, c'est d'abord très écrit, c'est un scénario écrit et ensuite mis en image? Oui, moi j'écris beaucoup, surtout quand j'ai commencé à faire de la comédie dans mon album précédent. Je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit rythmé, écrit de façon très précise. Et puis il y a cette étape, je dessine aussi en même temps, je fais quelque chose d'un peu spiralaire comme ça, je dessine et j'écris, et cette étape du crayonné où je mets en page mes dialogues amène beaucoup de modifications jusqu'à la fin. Non, modification, tout ce que vous avez écrit n'est pas forcément ce qui va se retrouver finalement? Non, voilà, je coupe des scènes, j'en rajoute, je rajoute une ligne de dialogue de façon à avoir une chute à la fin d'une page qui me paraisse meilleure.
c'est un jeu de construction. Hein, d'une manière générale, je crois qu'on peut dire qu'une histoire, c'est vivant en fait. C'est organique, hein, c'est un truc qui évolue. Au fur et à mesure de la création, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, qu'on rajoute et on modifie certaines choses. C'est jamais complètement figé, enfin, ou jusqu'à très tard en tout cas. Ça peut être frustrant pour le scénariste. Il y a même des fois où il faut s'imposer des limites en fait. À un moment donné, il faut se dire, il faut le faire, il faut s'arrêter. Il faut aussi ne pas trop alourdir. Sur une BD comme celle-ci, ça peut être un peu le piège. C'est-à-dire à force de richesse, il ne faut pas non plus que ce soit indigeste. Donc c'est tout un effort, y compris sur le découpage, parce qu'on a dans la BD cette contrainte particulière du nombre de pages. C'est un nombre de pages fini. On ne peut pas aller au-delà. Il faut extrêmement construire son texte, aussi et son récit, son découpage, pour ne pas se retrouver, ne pas avoir assez de place pour raconter ce qu'on voudrait à la fin, par exemple. Monsieur Régeur, peut-être? Oui, non, moi, j'ai pas ce problème parce que je suis sur une pagination plus vaste, enfin, que je peux étirer. J'ai pas cette... j'ai une éditrice qui me soutient. Jean, vous évoquez dans le Detection Club des règles du roman policier selon ces auteurs qui font partie de ce club. Je ne sais pas si on peut dire que vous les respectez forcément, toutes ces règles. Il y a un jeu là-dessus. Comment est-ce que vous avez construit aussi cette enquête? J'avais donc le désir, comme je l'ai exprimé plus tôt, de faire un conte policier, davantage qu'une enquête. Pour les raisons que tu as évoquées, c'est très difficile de concurrencer le roman policier avec de la bande dessinée. Il faut trouver d'autres ressources qui sont propres à la bande dessinée et qui ne sont pas celles du roman. Donc je me voyais mal faire quelque chose à la Agatha Christie et ces idées cette possibilité de conte policier à la façon de Chesterton, de conte, beaucoup de romans, de nouvelles de Chesterton sont construits sur une démystification. Et donc je voulais que ce soit un des ressorts de mon histoire par rapport à des problématiques plus modernes qui nous préoccupent tous, sur une surenchère technologique par exemple. Donc je voulais mettre cet ingrédient, mais de façon très oblique, avec cette machine qui résout les romans policiers. Et ça me paraissait le cœur de mon histoire. Donc vraiment, j'ai construit une farce qui est une fable autour de ces éléments-là. Et c'est de la comédie, il faut la rythmer, il faut qu'il y ait un minimum de suspense, même si ce n'est pas le cœur de mon histoire. Et puis, il faut que ce soit drôle. Voilà, alors on fait ce qu'on peut. C'est une préoccupation aussi pour vous, le fait la question du public peut-être, à qui il s'adresse, est-ce que c'était un public, un fan de Sherlock Holmes justement ou pas forcément? Si, forcément un petit peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reprend un personnage aussi emblématique, il est bien évident qu'on va s'exposer à la critique. De toute façon, on s'expose toujours à la critique quand on fait quelque chose. Mais là en particulier, c'est-à-dire que nous, on voulait vraiment pas faire n'importe quoi. Et surtout, déjà, on voulait faire quelque chose qui nous plaise à nous-mêmes. Après, on avait aussi cette volonté de vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et histoire de fournir la meilleure enquête possible avec cette originalité. Donc oui, c'est une pression évidemment, mais c'est déjà une exigence, je pense, prioritairement vis-à-vis de nous-mêmes. Vous avez des influences aussi dans la bande dessinée, des exemples de ce type justement d'enquête ludique? Alors vous parlez effectivement de vos précédentes bandes dessinées. Est-ce que vous aviez aussi des modèles comme ça de bande dessinée avec des jeux? Alors pas vraiment. Je vais répondre un peu de travers, mais c'est pas sans aucun rapport. Il n'y a que Cyril et moi, ainsi que notre ami commun Erwan, avec qui je faisais mon autre série BD, Psycho-Investigateur. On a beaucoup pratiqué le jeu de rôle depuis notre jeunesse. Donc on est très très habitué à écrire des scénarios nous-mêmes d'enquête, etc. Donc ce côté ludique, et aussi on aime beaucoup les jeux de société, ça se ressent clairement dans la BD, dans la mise en page, etc. Il y a un côté vraiment ludique. Après, des exemples en bande dessinée existante, je pourrais donner plein d'exemples d'auteurs dont les mises en page m'ont influencé, mais pas spécialement dans l'aspect ludique policier. Mais bon, des mises en page créatives, ça oui, je pense à David B, j'adore David B. Après, il y a plein d'auteurs américains aussi, comme Chris Ware par exemple, qui ont des mises en page assez ludiques d'ailleurs. Ça colle bien finalement. Voilà, ça c'est des influences. J'ai l'impression que cette histoire-là n'aurait pu être qu'à travers la BD. Il y avait cette idée d'explorer toutes les formes de ce média qui pourrait difficilement être... C'est le but, c'est un peu notre satisfaction aussi ça. C'est-à-dire que de prouver, s'il en était besoin, qu'il y a certaines choses que seule la BD peut faire. C'est vraiment un média à part entière qui a des propositions à faire différentes d'autres arts narratifs, comme le cinéma par exemple. Chacun a ses forces et ses faiblesses, des choses qu'on peut faire. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'essayer de pousser au maximum toutes les possibilités. Et c'est sûr qu'on n'a pas fait encore le tour, en utilisant la page, le papier,
les cases, etc. Toutes ces compositions qui forment la bande dessinée sont utilisables de plein de manières différentes et on n'a pas encore tout exploité. Jean, vous souhaitez réagir ? Oui, je voulais poser une question parce qu'il y a un procédé que je voulais faire, moi, mais j'ai eu la paresse et pas le talent pour le faire, mais c'était, est-ce que vous avez mis des indices visuels dans des dessins qui permettent de résoudre des parties de l'énigme ? Un peu comme dans les jeux... un peu comme dans Agatha Christie, parce que justement, oui, c'était le tour de force voilà. d'Agatha Christie, justement de délivrer au lecteur les indices nécessaires pour qu'au moment où Poirot, par exemple, va réunir tout le monde dans la salle, le lecteur puisse trouver le coupable. Et ça, c'était vraiment le tour de force inimaginable. Dans la nôtre, on lance quelques pistes. Il y a des choses comme ça, mais pas à ce point-là. Et pas dans le dessin, ou pas encore, ou plus Alors, tard c'est des détails, des indices visuels forcément. Il y en a, on est dans une bande oui. dessinée, donc oui, il y a des indices visuels. Alors, qui ne sont pas des clés. Mais il y a deux choses, on va dire, par rapport à cette BD. C'est que comme c'est dans la tête de Sherlock Holmes, forcément, on le voit en direct, avec son talent incroyable, une rapidité de pensée incroyable. Donc il y a des trucs qu'il résout en direct live en 1 seconde. Okay. Donc certains indices visuels sont résolus tout de suite, même si le lecteur pourrait peut-être repérer 2 secondes avant Sherlock Holmes, mais lutter avec Sherlock Holmes, contre Sherlock Holmes, c'est difficile. Par contre, pour qu'il y ait quand même cette satisfaction du lecteur, on a certains éléments qui ne sont pas expliqués tout de suite, pour lesquels Sherlock se note une idée en tête pour plus tard, qu'on ne dévoile pas tout de suite au lecteur. Et que le lecteur peut digérer. Exactement. Donc il y a des choses que le lecteur peut quand même essayer de deviner, même si, avouons-le, ce n'est pas notre propos principal, puisque ce n'est pas le propos de Conan Doyle, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Conan Doyle, ce n'est pas Agatha Christie. Son but n'est pas forcément de faire deviner au lecteur. Bon, nous, on n'a pas pu s'empêcher, on en a mis un peu quand même, pour qu'il y ait cette implication du lecteur. Cette satisfaction du lecteur quand il a retrouvé certains éléments. C'était là, je parlais des règles tout à l'heure du roman policier. Est-ce que effectivement, il y a votre idée aussi, vous, de jouer avec l'intrigue ? Est-ce que peut faire le spectateur, le lecteur, Oui. Alors ces règles, elles sont édictées par ce prêtre écrivain, l'abbé Knox, qui a écrit sur Sherlock Holmes, mais qui, comme tous ces Anglais, avait un certain humour. Donc ces règles, elles sont déjà, lorsqu'elles sont énoncées, elles sont un petit peu parodiques. Elles sont un peu moqueuses des pratiques d'un roman policier bas de gamme de ces années-là. Et voilà, il y a une forme parodique de ces règles-là. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était évidemment de transgresser certaines règles par rapport justement à notre astuce humaine des détectives ou des lecteurs à pouvoir comprendre que notre humanité, elle est dans les règles et dans les entorses faites aux règles. Et c'est ce que fait Agatha Christie, d'ailleurs, c'est ce que font tous ces auteurs. Et justement, par rapport à un discours sur la machine, ça m'intéressait de proposer ces entorses-là. Et le lecteur peut trouver la solution en lisant très attentivement la bande dessinée ? Oui, enfin, tout est envisageable. Il y a une forme, évidemment, d'absurdité dans ces enquêtes-là. Moi, c'était plutôt deviner le pourquoi de cette mort, en fait. Et qu'est-ce que ça implique sur le plan humain, en termes de démission. Voilà, c'était plus un ressort métaphysique qui n'est jamais très éloigné du récit policier. Il y avait Umberto Eco disait que le récit policier, c'était le récit métaphysique par excellence, parce qu'on s'interrogeait sur les absents, on s'interrogeait sur l'invisible, sur ce qui était inaccessible immédiatement. Un petit mot peut-être pour représenter Sherlock Holmes, c'est quelle base ? C'est les romans purs, les adaptations ont pu jouer un rôle dans la représentation graphique de Sherlock Holmes ? Là, nous, c'est une histoire qu'on a inventée nous-mêmes, donc c'est pas une adaptation. Ça respecte juste à 100% les codes établis par Conan Doyle. On a fait comme si ça pouvait être Conan Doyle qui avait écrit cette enquête. Donc c'est pas une adaptation réellement. Bien sûr. Il en existe bien sûr, mais nous c'est pas ça. Mais sur la figure peut-être de Sherlock Holmes. Oui. Alors là oui les codes, la pipe, le chapeau, Deer Stalker, etc. Certains de ces codes finalement ont été introduits que par les films, tard, en fait, voilà, ou les acteurs de théâtre à l'époque, ou les illustrateurs comme Sidney Paget dans les premiers, voilà. Donc c'est à lui qu'on doit le chapeau de Sherlock Holmes, etc. Son frère, je crois. Il avait dessiné son frère, non, si je me trompe pas. Je me rappelle plus, c'est possible. Je crois que Sidney Paget avait pris comme modèle son frère pour dessiner Sherlock. Pardon. Mais c'est vrai que dans les romans, c'est jamais décrit, ce chapeau n'y est pas. Pareil pour la moustache de Watson, on parle pas de moustache de Watson spécialement, c'est l'illustrateur qui a mis ça et ensuite ça a été suivi. Et après, pour la tenue de Sherlock Holmes, on en a un peu abusé puisque on n'imagine plus dans les films le Sherlock Holmes sans cette tenue, alors qu'en fait c'est une tenue de campagne, de chasse, et qu'on ne porte que à la campagne. Donc
Nous, on fera comme ça, c'est que quand il ira à la campagne, il pourra éventuellement avoir cette tenue, mais en ville, non. C'est chapeau haute forme, etc. Alors, donc, je disais que c'était le premier tome. Le second tome arrive dans 1 an. Elle a été conçue avec cette idée de diptyque, d'attendre un peu, effectivement, et de... Là, c'était un peu un choix éditorial. C'est-à-dire que nous, on a conçu l'idée d'un seul tenant, d'un seul bloc, en ayant conscience qu'un éditeur pouvait choisir de la scinder en 2. Et donc, on avait aussi dans notre esprit cette possibilité d'avoir un passage cohérent où on pouvait scinder la bande dessinée en 2. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un choix d'Ankama. On aurait pu en faire un one-shot ou un diptyque. Là, c'était purement un choix éditorial principalement. Jean, c'est important d'avoir cette idée de one-shot, d'une histoire en un seul volume? Oui, alors je m'étais un peu intéressé au monde anglais comme ça pour différentes raisons. J'avais fait une comédie d'espionnage et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, c'est vrai, à faire de l'humour, à faire de la comédie. Et l'idée m'est venue de faire une sorte de triptyque, de trilogie avec une comédie d'espionnage, Opération Copperhead, la comédie policière et là j'écris une comédie d'aventure là au 18e et je me dis que comme ça je peux fermer le cercle et ne pas faire de l'humour anglais mon fond de commerce et voilà, essayer de tirer profit de cette atmosphère-là. On en a un peu parlé de la documentation qui était importante pour vous. C'est une première phase avant d'écrire et de dessiner. C'est quelque chose de consubstantiel à l'écriture de la bande dessinée, au dessin? Moi, je dirais que pour nous, c'est un peu constant. C'est en amont, quand on réfléchit à l'histoire, il y avait beaucoup de documentation, effectivement, sur l'époque, les événements de l'époque, etc. Alors, la partie documentation sur Sherlock Holmes, on en a besoin, mais on connaissait quand même déjà très bien, donc ça va plutôt bien. On a quand même fait un peu appel à la société Sherlock Holmes de France quand on avait 2-3 questions très, très précises. Et sinon, pour tout ce qui est de l'époque et tout ça, alors là, c'est même jusqu'à la fin, en fait, quand je dessine, j'ai besoin de ressources visuelles que j'ai pas le temps de chercher toutes en amont avant de commencer. Donc au fur et à mesure, j'en découvre d'autres, j'ai d'autres exemples visuels et c'est carrément fascinant, passionnant parce qu'on découvre des choses qu'on pensait être impossibles. Par exemple, dans ce tome, 95%, si ce n'est tout, des lieux sont que des lieux qui existent ou qui ont existé et dont j'ai trouvé des photos anciennes. On est vraiment à Londres d'ailleurs. Voilà, c'est ça, à Londres. Ouais. Et donc jusqu'au point j'ai même l'adresse du poste de télégraphe d'où ils envoient un télégramme, c'est une vraie adresse qui existait. Ou une morgue, la morgue dans laquelle ils vont, c'est une morgue qui existait, qui est complètement délabrée maintenant, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. C'était la morgue du secteur, véritablement. Voilà. Donc il y a une vraie logique et donc un vrai travail de recherche qui des fois même peut donner des idées de scénario en lui-même. Pour vous, on est dans les Cornouailles, on n'est pas loin, on est dans les Cornouailles, peut-être au début, mais on est surtout dans les Cornouailles. Oui, alors moi c'est une Angleterre de carte postale, un petit peu, ça renvoie au code, aux conventions de ce récit policier, donc je ne me suis pas trop documenté, surtout que c'est le village où est situé, la proximité d'un village renvoie en fait à une nouvelle de Borges, dans lequel il situe un épisode dans un labyrinthe en Cornouailles comme ça. Donc moi c'est plus une documentation littéraire en quelque sorte, trouver des résonances littéraires à ce récit dans les romans de ces romanciers, dans ces conventions. Mais je suis moins méticuleux dans le détail, encore que le robot a vraiment existé, même s'il n'avait pas du tout cette fonction-là. Il a été créé dans ces années-là, il a disparu, ce robot Eric. Mais oui, ce que je voulais souligner, c'est la grande joie qui a exploré ça. Donc c'est de la documentation, ça sert pour le boulot, mais c'est aussi un grand plaisir de se creuser les méninges pour trouver une intrigue qui fasse écho à cet univers policier, qui fasse écho à notre modernité. Et même si on n'est jamais sûr du résultat final, on se dit qu'on n'a pas complètement perdu notre temps en faisant toutes ces lectures. Vous acquiescez quand il parlait de plaisir, Jean, c'est aussi un énorme oui, en fait, on plaisir. est obligé de se freiner, parce que sinon, on passerait notre temps sur Internet à chercher toutes sortes de sources, parce que on tire sur un fil, et puis on découvre plein d'autres choses. Et on se dit, oh, c'est génial pour faire une idée pour une prochaine histoire. On est obligé de s'arrêter quand on fait des séances de travail. Voilà. Il ne faut pas qu'on se disperse, parce que sinon, on pourrait passer la journée à faire ça. Par exemple, quand on travaille ensemble dans la même pièce tous les deux et qu'on cherche des idées d'histoire, on s'interdit de faire de la documentation sur Internet en même temps. Sinon, on passerait la journée à ça. On le fait chacun de notre côté après. Voilà. Un petit mot, à quoi on peut s'attendre dans le second tome, dans la suite et la fin? On peut pas vous dire. Pas de spoiler? Tout ce qu'on peut dire, c'est que... Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Conan Doyle avait
un certain code de conduite. Il a pu lui arriver de défendre des affaires qui seraient un peu similaires à ce qu'on a pu voir en France, comme l'affaire Dreyfus. Il s'est engagé véritablement, très fortement. Et à la fin du tome 2, il y a quelque chose qui est un petit peu dans l'ordre de l'engagement, quand même. C'est tout ce que je peux vous dire. Sans trahir la pensée non plus de Conan Doyle. On ne veut pas faire un truc qu'il n'aurait jamais pu prêter à Sherlock Holmes. C'est hors de question. Et donc vous nous avez teasé, vous, le prochain tome de la trilogie autour de l'Angleterre, de la comédie anglaise. Oui, alors je voulais faire depuis longtemps une chasse au trésor dont le trésor soit un livre, en fait. Donc c'est l'objet de cet album, mais je suis assez lent, donc moi ça ne sera pas avant 2 ans, je crois. Il faudra patienter. En attendant, le Detection Club, publié chez Dargaud, de Jean Aramba. Merci beaucoup. Merci. Dans la tête de Sherlock Holmes, le premier tome, c'est publié chez Ankama. Merci beaucoup Cyril Liron et Benoît Dahan. Merci à vous. Merci à Corrèze Télévision. Vous pourrez retrouver cet échange sur YouTube. Merci à tous.